Je vais passer une bonne partie de ma présentation à faire une espèce de survol historique de l'évolution de la production et du travail pour qu'on puisse mettre en perspective un peu ce que nous vivons présentement. Parce que, comme vous le savez, en fait, je pense que j'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que ces considérations, cette réalité de la robotisation, de l'intelligence artificielle vous interpelle, peut-être vous fascine, peut-être vous enthousiasme, peut-être qu'elle vous fait peur aussi, ou un mélange de tout ça, parce que, évidemment, ça n'est pas mutuellement exclusif. De fait, dans les médias présentement, depuis, je dirais, depuis à peu près 2015, il y a une recrudescence d'articles souvent alarmants par rapport à la montée de ces nouvelles formes d'organisation de la production, donc d'une espèce de nouvelle vague d'automatisation par des robots qui seraient différents, qui seraient notamment attachés à l'intelligence artificielle. Et on lit des trucs comme ça dans les journaux, les robots ennemis des travailleurs. Les logiciels d'automatisation des tâches non manuelles pourraient remplacer l'équivalent de 110 à 140 millions de travailleurs du savoir d'ici 2025, c'est-à-dire dans moins de 10 ans. 47 des jobs des emplois seront automatisés en 10 ou 20 ans. L'automatisation est vraiment ici présentement, on a atteint un point de non-retour. On le voit également souvent donc avec enthousiasme dans un journal comme Les Affaires et dans des journaux davantage proches de la réalité ouvrière ou du monde du travail avec plus d'inquiétude. Donc la première venait de la presse il y a maintenant près de 3 ans. La seconde, du Journal des Affaires, comme je viens de le mentionner. La troisième, du Huffington Post. Et la quatrième, du Life Magazine en 1963. Plus ça change, plus c'est pareil. Pourquoi je vous présente ça? Mais effectivement, parce que cette préoccupation-là de dire que la moitié des emplois seront remplacés ou à tout le moins bouleversés par les robots sur 10 ans, grosso modo, ça existe depuis la fin du 19e siècle, ces appels un peu catastrophistes. On est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une période de croissance inouïe dans les pays industrialisés, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. C'est donc le début de l'industrialisation massive automatisée un peu partout en Occident. On est au début de cette transformation-là et on a déjà ce même genre de discours-là. Encore une fois, il y a plus d'un demi-siècle. Et dans cet article que je vous cite du Life Magazine, qui est fabuleux, alors je vous ai sorti 3 extraits de cet article-là. Et qui dit que 40% de nos fabricants d'outils, 50% de nos éparateurs de machines sont maintenant superflus. À moins de raccourcir les semaines de travail, 60% de nos membres perdront leur emploi. Vous voyez, 1963, on pourrait copier-coller ça aujourd'hui, puis ça passerait comme à part, il faudrait changer le nom de la machine, là, mais ça passerait comme du beurre dans la poêle. Deuxième extrait, donc le monsieur que vous voyez à l'écran, la photographie magnifique, d'ailleurs, c'est un beau reportage photo, a perdu son emploi. Donc, suite à l'introduction d'une machine qui a remplacé son job, il a tout simplement perdu son emploi. Il a pu faire une formation pour se retrouver un emploi maintenant comme opérateur de ces machines-là. Et on dit qu'effectivement, bon, je là, après 6 mois ou 1 an, quelque chose comme ça, il a retrouvé un emploi, mais son salaire est inférieur de 20 $ par semaine à celui qu'il touchait à son ancien emploi, donc comme tailleur de verre, mais ses perspectives sont meilleures. Les 20 $ par semaine, c'est quand même, je l'ai mis en note, l'équivalent de 170 $ par semaine aujourd'hui, donc l'équivalent de 9 000 $. C'est pas quand même rien, là. Une baisse de revenus de 9 000 $ par année parce que l'automatisation a remplacé son emploi, alors qu'il a fait une formation pour être plus spécialisé en quelque sorte, pour être maintenant un opérateur de ces machines-là. Donc il s'est formé davantage, mais avec un revenu moins. Vous voyez, là aussi une réalité qu'on craint souvent et qu'on présente souvent, encore une fois, de façon alarmiste dans les médias. Dernière citation, en fait, c'est la fin de l'article. Je me permets de vous la lire, si vous ne voyez pas très bien. Donc, le monsieur qui parle, c'est le PDG d'une très grande entreprise qui fabrique des machines automatisées. Je crois qu'il est possible qu'un jour viendra où les machines feront à peu près tout le travail et produiront à peu près tous nos biens et services jusqu'à prendre des décisions à notre place. Et puisqu'il ne restera que peu de travail aux humains, les machines devront également payer nos impôts à notre place. Cela impliquerait une réorientation complète de la société humaine. Les humains deviendront les gardiens des machines. Une question demeure toutefois sans réponse.
Qu'arrivera-t-il aux âmes des gens? Rien de moins. Nous aurons à construire des choses depuis l'intérieur. Des gens, des personnes vivantes, qui respirent, ont des sentiments et réfléchissent, devront apprendre d'une façon ou d'une autre à ne rien faire, mais de façon constructive. Alors c'est fabuleux. Encore une fois, 1963, on a cette réflexion. Si on se place donc plus de 50 ans plus tard, on voit que, c'est-à-dire 50 ans plus tard, on voit qu'on a à peu près les mêmes craintes, les mêmes peurs. Et dans ce demi-siècle-là, cette réalité n'est pas advenue. Mais pas du tout. À part pour quelques privilégiés peut-être. Mais bon, on n'a pas arrêté de travailler, on n'a pas diminué les heures de travail en moyenne dans le marché. Au contraire, il y a même eu des hausses de temps travaillé. De l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, l'agriculture, c'est une des bases de la richesse de la plupart des pays, de toutes les sociétés. La richesse économique, j'entends bien évidemment. En revanche, sur l'aspect de la production agroalimentaire, les choses ont relativement changé. Donc ça, c'est une toile que je vous ai trouvée très jolie du 18e siècle, qui est juste comme vous le voyez, la manière de labourer un champ avec des bœufs, qui a été remplacée beaucoup plus tard par des engins mécaniques, donc par le tracteur qui est apparu tranquillement à partir de la fin du 19e siècle, mais surtout au début du 20e. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, un tracteur, ça ressemble beaucoup plus à ça. Vous allez constater qu'il n'y a pas d'humain sur ce tracteur. Cette illustration un peu caricaturale, en quelque sorte, de l'évolution de l'agriculture, mais c'est celle de l'ensemble de nos industries. Alors, je vous ai fait quelques calculs ici de type de profession. En 1950, en 1973 et aujourd'hui, c'est-à-dire l'année dernière, en 2016, en vert un peu plus haut, là, que 30%, donc près du tiers des travailleurs étaient dans le domaine de l'agriculture des ressources naturelles. Aujourd'hui, donc un peu plus d'un demi-siècle plus tard, c'est à peine 3%. Il y a une espèce de transformation sur cette soixantaine d'années, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, cette première réalité, le monde de l'agriculture et des ressources naturelles embauche de moins en moins de personnes, mais que si on prend la couleur brune, donc c'est le manufacturier, embauchait en 1950, 38% des Canadiens. Donc c'est le début, c'est nos machines de tout à l'heure, c'est le début vraiment de l'industrialisation massive. Et en 1973, 44% des travailleurs sont dans le secteur manufacturier. Aujourd'hui, 2016, ça a baissé à un niveau inférieur à ce qu'on avait en 1950, à 32% seulement des travailleurs. Tout ça pour dire que ce qui était la base de l'économie pendant des siècles, ce qui occupait, évidemment, si on remonte plus loin, les chiffres ne sont plus comparables quand on remonte trop loin, mais quand on prend le recensement de 1891, les travailleurs masculins au Canada, dans l'agriculture, les mines et la foresterie, représentent plus de 90% du total. Donc c'est presque la totalité de la main-d'œuvre, la force de travail à la fin du 19e siècle qui est au Canada, qui est dans le secteur des ressources et beaucoup dans l'agriculture. Donc cette économie et cette richesse qui était basée sur l'agriculture et les ressources naturelles, en très peu de temps, quand on regarde sur l'ensemble de l'histoire humaine, s'est transformée radicalement. À cause de l'automatisation et de la mécanisation, des pertes d'emplois énormes, majeures. C'est des millions et des millions de personnes, pas des individus, mais des postes, des emplois qui ont été perdus avec le temps. Donc oui, c'est vrai que la mécanisation, que l'automatisation, que les méchants robots, il faut faire attention, j'en ai deux qui me surveillent, vont tuer des jobs, vont tuer des emplois à terme. Hein. Mais n'empêche que il y a toujours à peu près la même proportion d'individus dans la société qui sont sur le marché du travail. On a donc vécu, depuis 250 ans, des transformations technologiques, économiques, structurelles majeures, donc depuis la fin du 18e siècle, avec la première révolution industrielle, c'est-à-dire l'apparition, ce qu'on appelle classiquement l'apparition du capitalisme, on a vécu des transformations technologiques qui ont mené à ce qu'on vit présentement. Je vous propose un découpage qui n'est pas classique, mais qui est quand même pas sorti de nulle part, de l'évolution de ces 250 ans-là en 4 révolutions industrielles. Donc la première révolution industrielle, qui grosso modo va de la fin du 18e siècle, 1780 à peu près, jusqu'à la fin du
19e siècle. Ça, c'est la première révolution industrielle. C'est la révolution industrielle qui est basée sur la vapeur, essentiellement. C'est-à-dire la machine à vapeur qui a permis de démultiplier la force mécanique par rapport à la force humaine et donc d'avoir la première phase importante de mécanisation. Cette première révolution industrielle est caractérisée par l'introduction de machines qu'on dit passives, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, elles sont dédiées, ces machines-là, à faire une tâche et une seule tâche, elles sont statiques, donc ça peut être par exemple trouer quelque chose. Tout ce que fait la machine, c'est trouver quelque chose sans plus. Arrive la deuxième révolution industrielle à la fin du 19e siècle, qui est basée essentiellement sur l'énergie électrique, sur le pétrole et sur la chimie. C'est-à-dire on va avoir des machines qui seront de plus en plus multitâches, tout aussi statiques que les autres, mais qui seront beaucoup plus complexes et beaucoup plus raffinées, bien évidemment. Arrive la troisième révolution industrielle, grosso modo, années 60, 1960, 1970, la révolution industrielle qui est basée sur essentiellement le transistor, puis la puce, puis grosso modo l'informatique, l'ordinateur. C'est la révolution informatique qui permet le développement de machines graduellement, encore une fois, perceptives, c'est-à-dire qu'ils peuvent percevoir des choses. Donc, graduellement, on va avoir des senseurs, et ça, c'est une révolution technologique majeure, avoir des senseurs sur ces machines-là qui sont capables de réagir à leur environnement. Et ce qu'on a comme révolution actuelle, donc cette quatrième révolution industrielle dont on parle depuis 2 ans, en fait, on a des machines qui, maintenant, sont à la fois non dédiées, et comme je l'écris dans le tableau algorithmique, c'est-à-dire qu'elles permettent, grâce à l'intelligence artificielle, des tâches non seulement perceptives, comme celles qu'on a connues jusqu'à maintenant, sont capables de percevoir dans leur environnement, mais surtout, elles sont capables de traiter l'information pour l'analyser et prendre des décisions. Maintenant, qu'est-ce que cette quatrième révolution industrielle, donc, en quoi elle se distingue des autres? Et en quoi les articles dont je parlais au tout début de ma présentation ont raison d'être alarmistes ou pas? Donc, pour examiner ça, je me base sur une analyse très très simple, je ne vous apprendrai rien. J'ai la prétention de croire que ce qu'on vit, je ne suis évidemment pas le seul, que ce qu'on vit présentement, donc cette quatrième révolution industrielle, n'est en rien différente de ce qu'on a vécu depuis 250 ans. C'est-à-dire que nous sommes encore, sauf erreur, d'ailleurs dans la Trump a été élu, dans un système capitaliste, et nous avons encore la même logique d'organisation de la production, de partage du pouvoir économique ou de son non-partage, et que ça n'est qu'une continuité dans cette évolution de 250 ans. Je m'appuie sur 3 grandes dynamiques du capitalisme, je ne dis pas que c'est exhaustif évidemment. Des entreprises qui cherchent à optimiser le rendement en augmentant leurs ventes ou en diminuant leurs coûts, à externaliser leurs risques et à se spécialiser davantage. Les machines, depuis 250 ans, se substituent au travail humain. C'est pour ça qu'on les invente. C'est pas pour faire joli. C'est parce qu'elles sont plus efficaces, plus fortes, plus puissantes que les humains. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi vrai des robots qu'on connaît aujourd'hui, donc de ce que j'ai appelé les machines X. Ce que l'évolution technologique a fait dans les 2 derniers siècles, c'est de remplacer tous les jobs plates, grosso modo. Tous les jobs plates qui peuvent être faits avec beaucoup plus d'efficacité, de force énergétique, de rapidité et de précision que l'être humain. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le 3e mot avant la fin, le 4e mot avant la fin, c'est les tâches cognitives, répétitives. Il y a un corollaire à tout ça. Les 3 dynamiques du capitalisme que je vous ai nommées tantôt accentuent parallèlement, présentement, ce qu'on appelle le travail atypique. Donc, par opposition à une job steady à plein temps. Et effectivement, quand on regarde les grandes catégories de tâches, depuis 1987 au Canada, on voit les tâches abstraites qui nécessitent la part du jugement humain et ou de la communication complexe est en forte croissance depuis en croissance presque continue depuis 1987. En revanche, les tâches répétitives, en bas complètement, elles sont en déclin, et vous voyez un déclin encore plus prononcé là, depuis quelques années. Et finalement, entre les deux, les tâches manuelles non répétitives suivent à peu près la même courbe
que les tâches abstraites. Je reprends la terminologie de l'OCDE, mais c'est très, très imparfait. Je vous donne tout de suite quelques exemples. Dans les tâches abstraites, c'est assez facile. Là. Vous allez avoir, c'est tout ce qui nécessite, dans le fond, réflexion, communication complexe, donc des professeurs, des médecins, personnel infirmier, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas nécessairement une hiérarchie. Dans les tâches répétitives, on va avoir autant, bien sûr, des manœuvres sur des chaînes de montage, des manœuvres de machinerie lourde, des conducteurs, ce genre de trucs-là, mais aussi des représentants des ventes, par exemple. Donc, vous voyez, c'est assez hétéroclite. Et finalement, dans les tâches non répétitives dites manuelles, on va avoir la supervision de personnel, du personnel de soutien, des gens qui font l'entretien ménager, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est assez variable. L'OCDE a essayé d'évaluer, donc parmi ces trois grandes catégories d'emplois reliés aux tâches, lesquelles étaient reliées à du travail atypique. Donc en bleu, vous avez l'emploi standard et en orange, l'emploi atypique. D'abord, il y a une croissance. Hein? Il y a une croissance de l'emploi d'à peu près 20 il y a de plus en plus d'emplois de type abstrait dans nos économies. Et c'est à peu près la même chose pour les tâches manuelles non répétitives. En revanche, colonne du bas, on a une forte décroissance de ce type d'emploi-là. Et essentiellement, cette décroissance-là s'explique par la perte d'emploi standard. On observe le même phénomène au Canada. Vous voyez que le temps partiel et le temps plein expliquent de la même manière l'évolution de ces emplois-là. Donc, les grands perdants, tout ça pour dire, ce sont les tâches répétitives, qu'elles soient manuelles ou cognitives. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est intéressant dans ces études-là, donc sur lesquelles je me base, c'est que là, on ne fait pas juste regarder qui c'est qui travaille en usine, qui travaille en agriculture. Peu importe la hiérarchie où vous vous placez, parce que vous serez surpris, mais dans la colonne du milieu, dans les tâches répétitives, il y a beaucoup de cadres intermédiaires. Pensez à un directeur ou une directrice des ressources humaines, dont ici, ça se dit sans condescendance aucune, bien évidemment, dont une grosse partie de son boulot, c'est de lire des CV, de remplir des rapports d'évaluation, et ainsi de suite, de façon très, très répétitive. Ce qu'une machine ne remplace pas aujourd'hui, peut-être, mais est sur le point de remplacer, ou à tout le moins, il y a une partie substantielle de ces tâches-là qui sont là. Il y a aussi dans cette colonne-là des gens qui sont très, très haut placés dans les hiérarchies sociales, économiques et scientifiques. Par exemple, l'exemple qu'on donne tout le temps, les radiologues. Encore une fois, l'ordinateur n'a pas encore remplacé le radiologue, mais c'est ce genre de métier-là, à tâches répétitives, ici cognitives, qui risque, à moyen terme, d'être touché. Pourquoi? C'est quoi la job d'un radiologue? C'est regarder des outputs, des radios, des outputs de machines qui font des examens médicaux, avec ses yeux, sa connaissance et son expérience, parce qu'il en a vu des milliers de ces radiographies-là, d'identifier des pathologies, des fractures, des je ne sais trop quoi, ce que, bien évidemment, avec des données massives, un logiciel basé sur la connaissance, donc une machine apprenante, pourrait faire de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide qu'un être humain éventuellement. C'est pas encore dans ma colonne de perte d'emploi, mais c'est ce genre de tâches-là qu'on voit qui commencent à être remplacées depuis 20 ans. Je vais établir en fait trois choses. D'une part que, comme je vous l'ai dit, l'évolution de ces technologies, donc l'arrivée de machines, que je vais appeler machine X, de cette quatrième révolution industrielle, se place dans la logique la plus standard, profondément structurelle de l'histoire du capitalisme depuis 250 ans. Deuxièmement, il y a un point de rupture technologique. C'est comme il y en a eu à la deuxième révolution industrielle, comme il y en a eu à la troisième et bien évidemment à la première. Il y a un point de rupture technologique qui a un impact sur les tâches, sur l'emploi, sur la manière de produire, sur la manière de travailler. Ce sont des machines, comme je l'ai dit, qui traitent l'information, qui analysent l'information, qui prennent des décisions basées sur cette information-là et qui sont effectivement autonomes. Et non seulement autonomes, mais ce sont des machines qui, à terme, deviendront des machines qui fabriqueront des machines. Et le troisième élément que je voulais mettre de l'avant, c'est que il y a toujours une réorganisation du travail. Il y a toujours une réorganisation du travail dans ces évolutions-là.
Et les êtres humains sont appelés à faire des choses différentes. De quoi demain sera-t-il fait? Je ne le sais pas. Mais ce que l'histoire nous enseigne, comme je le disais tantôt, on est passé de presque la totalité de la main-d'œuvre qui travaillait en agriculture, mine et foresterie à la fin du 19e siècle au Canada à 3 % de la main-d'œuvre qui sont dans ces secteurs-là aujourd'hui. Et pourtant, tout le reste du monde travaille encore. Ils font autre chose. Ça, autre chose, de quoi sera-t-il fait? On ne le sait pas. J'aurais tendance à dire que la première citation que je vous ai montrée du magazine Live de 1963, là, où on se demande qu'est-ce qui adviendra de l'âme humaine des travailleurs, c'est peut-être pas demain la veille. En revanche, cette évolution-là qu'on voit sous nos yeux nous permet de réfléchir au sens du travail, nous permet de réfléchir à notre apport comme être humain dans la production économique. Et ça, si vous êtes un peu curieux de l'histoire des idées et de l'histoire sociale, vous allez voir qu'à chaque point de rupture, à chaque fois qu'il y a des changements assez profonds dans l'organisation économique, il y a eu un foisonnement de réflexions, de débats intellectuels autour de ce qui se passait. Ça a été vrai à la fin du 18e siècle. C'est là où, en 1776, Adam Smith a écrit son livre célèbre parce qu'il voyait sous ses yeux la révolution industrielle arriver. Il y a des pages célèbres dans La richesse des nations où il décrit la fameuse fabrique d'épingles qui était emblématique. Et c'est là où il y avait beaucoup d'effervescence, où la pensée économique s'est structurée par rapport à l'évolution de l'industrialisation, donc la naissance du capitalisme. Quand ce capitalisme est devenu beaucoup plus mature et était sur le point de se transformer, ont émergé d'autres réflexions à peu près 100 ans plus tard, en 1867, paraît le Capital de Karl Marx. Parce que là, Marx, il n'est pas le seul, puis c'est pas parce qu'il est devenu l'emblème du communisme et de la révolution que c'était pas un observateur fin de sa réalité. Ricardo, contre qui il se chicanait, son rival intellectuel, mais son influenceur, était tout aussi intrigué par ce qui se passait, c'est-à-dire la concentration du capital, la formation d'une classe ouvrière, ainsi de suite. Parce que là, il y avait encore quelque chose qui était en train de se passer, une transformation majeure. Et finalement, à partir au milieu des années 1970, quand on a vu que les 30 glorieuses commençaient à être finies, finalement, que toute la période de croissance, d'industrialisation massive, de formation de la classe moyenne, de cet idéal, est en train de s'effondrer. Était en train de s'effondrer au milieu fin des années 70 et que l'ordinateur est en train de transformer, encore une fois, de façon radicale, l'organisation de la production et du travail. Et là aussi, on a vu une tonne de travaux à la fin des années 70. Donc, on a retrouvé Marx, on a retrouvé les grands économistes classiques comme Smith et Marx, Smith et Ricardo, pardon. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour réfléchir. Par exemple, lorsqu'on parle de ces robots, de ces nouvelles formes d'organisation de la vie économique, par exemple l'économie collaborative, l'économie du partage, ainsi de suite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce que c'est la vie économique? Si je cultive, c'est toujours l'exemple que je donne, si je cultive mon petit potager, les légumes que je récolte, en quoi sont-ils différents des légumes que j'achète au supermarché? Ce sont des tomates, ce sont des concombres, ils me nourrissent de la même manière, ils ont les mêmes caractéristiques physiques et nutritionnelles. Pourtant, il y en a un qui est hors marché, qui est hors vie économique, ce que je cultive dans mon potager, et il y en a un qui est dans la vie économique, qui donne de la job à quelqu'un, à bien du monde, ceux qui les cultivent, ceux qui les transportent, ceux qui les vendent, ainsi de suite. Deuxièmement, la distinction entre propriété et possession. C'est-à-dire que, ça c'est l'interrogation classique en économie, c'est quoi la distinction entre posséder, être propriétaire et posséder quelque chose, en avoir la capacité de changer les choses. Je vous donne un exemple bien précis. Si vous travaillez dans une usine, une petite PME hautement technologique qui fait des objets de précision, vous n'êtes pas propriétaire, si vous êtes employé, de vos moyens de production. Vous avez la capacité à les manipuler. Si vous achetez une imprimante 3D, de l'équipement informatique sophistiqué, ainsi de suite, vous pourriez faire quelque chose qui concurrence au sens économique du terme, mais qui est dans le cadre, par exemple, d'un Fab Lab, d'un truc sans but lucratif, coopératif.
ainsi de suite, où la notion de propriété, de possession est complètement différente. Ça interroge également la distinction entre emploi et travail. Hein? Et ça, je pense que c'est beaucoup dans l'air du temps de se dire, oui, mais on peut travailler sans être employé. Le travail humain, dépenser sa force physique et intellectuelle dans la société, ben, c'est pas nécessairement avoir un emploi. Et c'est la même chose entre revenu et richesse, salaire et revenu. Hein? Pourquoi je dois avoir un emploi pour avoir un salaire? Je pourrais avoir un revenu autrement. Est-ce qu'il y aura une organisation sociale qui permettrait que j'ai un revenu pour contrebalancer ma contribution à la société, si effectivement il y a tellement de machines qui vont éventuellement remplacer nos tâches, y compris les tâches intellectuelles?